Dans l'actualité, ce lundi, la grève des enseignants membres de l'intersyndicale Formation Éducation. Les grévistes protestent contre la ponction qu'auraient subi leurs soldes au mois de mars dernier. Ouverte dans la nuit de vendredi 5 au samedi 6 avril dernier, la campagne pour les élections couplées régionales et municipales se poursuit sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire, dans ce 20 heures, les temps forts de cette troisième journée de séduction. L'actualité internationale marquée par le décès d'une grande figure de la politique britannique, Margaret Thatcher est décédée ce lundi à l'âge de 87 ans et au dire de ses adversaires les plus coriaces, Margaret Thatcher a changé le visage de l'Angleterre. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Commençons par la grève des enseignants membres de l'intersyndicale Formation et Éducation démarrée le 25 mars dernier. Il lui ressort du constat fait ce matin par notre équipe de reportage que certains enseignants ont déserté les salles de classe pendant que d'autres ont choisi de rattraper le programme scolaire. Le constat de Mamadou Kouassi. La reprise des cours après les congés de Pâques n'est pas effective dans certains établissements. Les élèves des lycées et collèges publics sont encore confrontés à un mouvement de grève des enseignants, membres de l'intersyndicale Éducation-Formation. Nguessan Bénédicte est élève en classe de terminale D au lycée moderne de Yopougon-Dokwa. Pendant 4 heures, elle et ses camarades ont attendu en vain les enseignants programmés ce jour. C'est le temps de bosser, sincèrement, parce que tout compte fait, l'examen aura bel et bien lieu. Heureusement que Kanté Youssouf, enseignant de sciences physiques, et certains de ses camarades ont répondu présents pour livrer le savoir aux enfants. Je ne me reconnais pas dans le mouvement qui a lancé le mot d'ordre de grève. Donc c'est pourquoi je suis là ce matin. Surtout que nous sommes presque à 1 mois pratiquement de la fin de l'année. Donc il faut faire le maximum au niveau du programme parce qu'on est déjà en retard. Face à cette situation, une réunion de crise est organisée pour voir les conditions de poursuite du programme scolaire. Dès demain déjà, nous allons reprendre notre programme, procéder à la vérification des moyennes et puis jusqu'à jeudi, vendredi, procéder aux différents conseils de classe. Au lycée moderne des jeunes filles de Yopougon, la volonté des responsables de tenir les cours est confrontée aux actions des perturbateurs. Les élèves viennent d'être mis dehors par un groupe de badauds venus de l'extérieur. Qui nous parviennent disent que notre établissement serait le ventre mou de la grève et que chaque fois qu'il y a une interruption de cours ailleurs, nous continuons les cours et donc de force ou de gré, ils obligeront nos enseignants à respecter la grève. Les parents d'élèves s'inquiètent de la recrudescence des grèves dans le secteur éducation-formation. J'ai mal au cœur quand je rentre à la maison que je vois mes enfants assis. Parce que je mets les enfants à l'école pour qu'ils aient un avenir meilleur. Mais chaque fois l'enfant va venir s'asseoir à la maison, il prend du retard. Il faudrait que les enseignants et le gouvernement s'asseyent et qu'ils discutent réellement en profondeur ce qui ne va pas et qu'ils trouvent un palliatif. Il faut rappeler que les enseignants grévistes protestent contre la ponction qu'aurait subi leur solde du mois de mars pour motif de grève. Les acteurs des bourses africaines se sont réunis récemment à Accra, la capitale ghanéenne. Ils ont parlé de la stratégie de développement de leur secteur d'activité. Ils ont aussi parlé des préparatifs de leur prochaine conférence annuelle prévue ici à Abidjan. Des précisions avec notre envoyé spécial à Accra, Ali Diarasouba. Une première dans l'histoire de l'association des bourses africaines ASEA. La Côte d'Ivoire sera le premier pays francophone à abriter la rencontre annuelle de la structure en décembre prochain. En prélude à ce rendez-vous historique, le comité exécutif de l'association des bourses africaines s'est réuni à Accra vendredi pour discuter, entre autres points, de la stratégie de l'association pour les 2 prochaines années. Nous avons, au cours de cette rencontre d'Accra, eu l'occasion d'examiner le plan stratégique de développement de notre association où nous mettons l'emphase essentiellement sur le rapprochement des bourses au niveau des sous-régions. Nous avons aussi à discuter essentiellement de la question aussi d'amener plus d'investisseurs et de rendre la bourse plus accessible. Cette réunion du comité exécutif de l'association des bourses africaines a surtout été l'occasion d'apprécier l'état d'avancement des travaux de la prochaine rencontre d'Abidjan, la conférence annuelle de l'ASEA qui suscite déjà intérêt et enthousiasme. Au niveau d'ASEA, nous sommes très intéressés à cette réunion à Abidjan parce que nous pensons que
La Bourse des valeurs régionales d'Abidjan est une bourse très importante pour Asia, d'une part. Et deuxièmement, je crois que c'est l'occasion pour nous aussi de mettre en valeur la performance des bourses africaines, les perspectives de développement en Afrique. Le maître d'œuvre, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM d'Abidjan, en a donné l'assurance. Tout est mis en œuvre pour que la conférence se tienne dans les conditions optimales, surtout que le pays en sortirait gagnant. Pour la Côte d'Ivoire, à notre avis, c'est extrêmement important de rassembler à Abidjan toutes les bourses africaines, les fonds d'investissement, les régulateurs de marché, les banques centrales, les banques de développement, les fonds de private equity. C'est vraiment un événement majeur. Plusieurs questions seront au cœur de la conférence de l'ASEA, le rôle des marchés financiers dans le développement économique du continent et bien sûr, la fédération des énergies pour dynamiser davantage les bourses en Afrique. Autre question, comment renforcer la capacité de budgétisation et de suivi de la masse salariale des pays de l'UEMOA? La question est au centre d'un séminaire régional qui se tient ici à Abidjan. Cette réflexion est organisée par le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest. Les détails avec Jean-Jacques Kwame. Selon les statistiques du ministère de l'économie et des finances, le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales en 2012 de l'État de Côte d'Ivoire s'est établi à 42,3%. Et pourtant, la norme pour les États membres de l'UEMOA était 35% de la recette fiscale. Outre la Côte d'Ivoire, les 7 pays de l'Union, la Guinée et la Mauritanie, ce ratio était largement supérieur à la norme, un déséquilibre qui menace l'investissement de l'État et la surveillance monétaire de l'Union. Pour permettre à ces pays d'améliorer la programmation de leur budget, le Centre régional d'assistance technique du FMI, Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest, en abrégé Afritac de l'Ouest, a réuni à Abidjan les directions du budget, de la solde et de la fonction publique. Objectif, renforcer les prévisions, la budgétisation et le suivi des dépenses de personnel. Cet atelier va permettre aux participants d'acquérir les connaissances, les méthodes pour justement coordonner ces efforts de projection de la masse salariale et à terme renseigner l'État sur les décisions à prendre en matière d'effectifs, de salaires, de primes, afin de converger vers cet objectif de 35%. Les bureaux de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Abidjan, ont été inaugurés par le directeur général du FMI en janvier 2013. Ces bureaux couvrent les 8 pays de l'UEMOA, la Guinée et la Mauritanie. Sa mission, la réduction de la pauvreté par le renforcement des capacités des administrations financières des pays membres. Ouverture ce lundi d'un atelier sur la facilitation des échanges dans l'espace UEMOA. Sachez que la facilitation des échanges désigne l'ensemble des procédures que peuvent contribuer à la libre circulation des personnes et des biens dans les 8 pays membres de l'Union. Le taux d'échange entre les États de l'Union s'élève à 15%, alors que le taux dans les pays européens se situe entre 70 et 80%. L'atelier d'Abidjan vise donc à adopter de nouvelles mesures relatives à la simplification des procédures, à la suppression des entraves administratives, mais surtout à l'amélioration des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires. Information donnée par notre reporter Francis Boifo. Je vous invite à découvrir l'une des difficultés auxquelles se trouvent confrontées les populations de Sapli. Sapli, c'est un village situé dans le département de Bondoukou. Il s'agit de l'approvisionnement en eau potable. Une file d'attente pour avoir une seule bassine d'eau potable. Nous sommes à Sapli, village à une trentaine de kilomètres de Bondoukou. Les femmes de ce village, dans cette quête d'eau, en viennent quelquefois au mai avant de repartir à la maison pour certaines avec une cuvette d'eau et même rien pour d'autres. Un calvaire devenu quotidien pour les femmes de Sapli. Pour trouver l'eau ici, on a trop de problèmes. Des fois, on arrive 1h du matin. 1h du matin, il faut que celle qui arrive 1h du matin, elle doit puiser à 8h. On est beaucoup, mais c'est une seule pompe qui est dans notre village là. Donc on souffre. Si on n'a pas fait rien, on ne peut pas avoir une cuvette pour aller à la maison. Les pompes de Sapli ont été construites en 80. Aujourd'hui devenues vétustes,
elles tombent régulièrement en panne. Et aussi, avec l'accroissement de la population, les pompes n'arrivent plus à combler les besoins quotidiens en eau potable. Les femmes sont obligées d'aller puiser de l'eau dans les puits ou dans un marigot situé à plus de 2 km du village. J'ai plusieurs fois décrié ce fait-là, mais elles y vont, malgré moi-même. En retour, ce sont les maladies diarrhéiques, les palus, les fièvres typhoïdes que je rencontre. La présidente des femmes et le président de la mutuelle du village ont entrepris des démarches et attendent beaucoup des autorités. J'ai rencontré les responsables de la direction de l'hydraulique villageoise. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas venir le faire parce que ça doit être dans un programme de l'État pour qu'on puisse venir doter le village de pompes villageoises. Construction d'un château qui est chiffré à hauteur de 202 millions environ. Depuis 2009, les techniciens sont venus, ils ont même trouvé le site où le château doit être construit. Jusqu'à présent, malheureusement, nous attendons. Les 6 000 habitants de Sapli devront prendre leur mal en patience, le temps que le village soit doté en château d'eau. Voilà, c'était le compte-rendu de Thérèse Tapé. Yoboué. Dans quelques instants, le journal de la campagne des élections municipales et régionales. Rendons-nous maintenant en Angleterre, où l'une des grandes figures de la politique est décédée ce lundi. Margaret Thatcher était appelée la Dame de Fer. Pour le monde entier, c'était la Dame de Fer. Margaret Thatcher est morte lundi à l'âge de 87 ans. Avec elle, c'est tout un pan de l'histoire britannique qui s'en va. Candidate des conservateurs, elle devient Premier ministre en 1979. Elle restera 11 ans au pouvoir, 11 ans symbole de développement pour le royaume, mais aussi de crise, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des frontières. À l'extérieur, ce sont bien sûr les Malouines. En avril 1982, c'est elle qui mène la reconquête de cet archipel de l'Atlantique Sud, occupé quelques jours par l'Argentine. Elle encore qui s'oppose avec fermeté à la devise européenne défendue par le français Jacques Delors. Une fermeté qu'elle assume sans complexe. Margaret Thatcher est l'un des grands acteurs politiques des années 80, avec son ami Ronald Reagan, ou encore Mikhaïl Gorbatchev et François Mitterrand. Sa politique intérieure lui vaut des haines tenaces. En 1984, elle échappe de justesse à un attentat dans un hôtel de Brighton. Derrière la bombe, les indépendantistes irlandais de l'IRA. 3 ans auparavant, la Dame de Fer a laissé mourir 10 des leurs en prison d'une grève de la faim. Parmi ses autres ennemis, les syndicalistes, une cible pour Maggie, convaincue que la croissance passe par de grandes privatisations. Après un an de grève, les mineurs jetteront l'éponge. L'économie est assainie, on parle de miracle thatchérien, mais beaucoup restent sur le bas-côté. En 1990, c'est la poll tax, un nouvel impôt qui précipite la chute de la Dame de Fer. Thank you very much. Goodbye. Margaret Thatcher préfère se retirer d'elle-même. Il y a 3 ans, elle était revenue au 10 Downing Street, invitée par le Premier ministre David Cameron. Une de ses rares sorties, plusieurs attaques cérébrales l'ayant contrainte à un repos forcé, bien éloigné de son caractère combatif. Restons en Europe. Le chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso est en France où il a été reçu ce lundi par le président François Hollande. Cette visite d'État provoque des réactions de militants anti-corruption et des opposants congolais. Une visite d'État sur fond d'affaires des biens mal acquis. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a été reçu ce lundi pendant plus d'1 heure par le chef d'État français François Hollande. Les opposants et les militants anticorruption ont dénoncé cet accueil officiel alors que Denis Sassou Nguesso est visé par une enquête sur son patrimoine en France. Lui estime que la justice française n'a pas à enquêter sur ce dossier. Le principe auquel nous avons tous souscrit au plan international est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, que ce principe soit respecté. Denis Sassou Nguesso est en France jusqu'à mercredi. Il doit notamment rencontrer des patrons français et la diaspora congolaise.
Voilà, retour au pays. Dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali, la contribution de la Côte d'Ivoire se situe au niveau de la bataille logistique. Une contribution qui nécessite la formation des forces ivoiriennes. Des soldats des FRC ont donc été formés par la force française Licorne dans le département de Toumoudi. Le point avec Hamza Diaby. Ce convoi de ravitaillement dans sa progression vient d'être touché par un IOD, un engin explosif. Il est par la même occasion pris à partie dans une embuscade. La mission de ces soldats est donc de sécuriser la zone afin d'évacuer les blessés. L'escorte détruit l'ennemi et marque ainsi sa zone. L'hélicoptère peut alors se poser et procéder à l'évacuation sanitaire. Nous sommes au camp d'entraînement lieutenant-colonel Saboré de l'Omo Nord, à 200 km au nord d'Abidjan. Mais la situation pourrait se produire à Tombouctou. C'est l'exercice Agbagnan, la formation des soldats FRCI du bataillon logistique pour leur permettre d'être parés à toutes les éventualités une fois sur le sol malien. La mission du bataillon logistique est certes pour soutenir les autres forces qui vont leur apporter du carburant. Mais cela ne se fait pas comme si on était en ville, où c'était d'une station mobile à l'autre station. Non, ça va se faire dans un contexte tactique, où des djihadistes vont les attendre pour les empêcher justement d'exécuter leur mission. Ils doivent exécuter ces missions coûte que coûte. Les autorités ivoiriennes se félicitent de l'implication de toutes les parties dans la réussite de l'opération. Je voudrais remercier très sincèrement nos partenaires, la Licorne, nos partenaires américains et aussi nos amis de l'ONU qui sont là. 235, c'est le nombre de soldats qui va composer donc le contingent ivoirien qui va conduire le bataillon logistique qui va être envoyé au nord du Mali dans le cadre de la MISMA, de la mission internationale de soutien au Mali. Voilà, c'était Hamza, notre envoyé spécial. Activité de parti politique. Cette année 2013, le PIT a 23 ans. Le Parti ivoirien des travailleurs a fait le bilan de ses activités dans le paysage politique ivoirien. La célébration de l'anniversaire a été placée sous le sceau de la solidarité. Les temps forts avec Léon Bro. 23e anniversaire du Parti ivoirien des travailleurs PIT, placé sous le signe de la solidarité et du partage. 3 formations sanitaires du district d'Abidjan reçoivent la direction du parti. Aux nourrices et personnels des services de maternité sont remis des kits d'accouchement, des blouses et des accessoires pour nouveau-nés d'une valeur globale de 2 millions de francs CFA. Il y a eu beaucoup trop de morts dans ce pays depuis les événements passés. Il faut dorénavant donner un sens à la vie et au respect de la vie humaine. Et surtout venir vers ceux et celles qui nous permettent de réparer les dégâts que nous avons commis, notamment les mères qui donnent la vie. Après ce don dans le cadre de la fête anniversaire du PIT, le président du parti annonce d'autres actions, notamment la célébration de la fête du travail. Il s'agit pour le PIT de multiplier ses contacts avec les populations conformément à sa nouvelle vision. Mettre le citoyen au centre de l'action politique. Ouverte dans la nuit de vendredi 5 au samedi 6 avril dernier, la campagne pour les élections couplées régionales et municipales se poursuit sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire. Et pour inviter les 5 millions d'électeurs à voter le dimanche 21 avril prochain, les candidats sollicitent des professionnels dans divers secteurs d'activité nécessaires à la stratégie de campagne. C'est le cas par exemple de la politique de communication avec l'utilisation des supports tels que les affiches, les t-shirts à distribuer aux électeurs. On peut dire que les affaires fleurissent autour de ces élections. Victorine Yaouyobwe. Dans cet atelier, l'activité tourne à plein régime. 3000 t-shirts sortent chaque jour de cette machine. Ils sont à l'effigie d'un candidat aux élections du 21 avril prochain. Chaque t-shirt coûte 1500 francs. Alors pour ce gérant, c'est une période très rentable. Sincèrement, durant cette période-là, il y a de grandes commandes. Il y a une nette progression de plus de 60%.
par rapport aux périodes ordinaires. Les fabricants de t-shirts ne sont pas les seuls à bénéficier de la campagne électorale. Il y a aussi les loueurs de bâches, de chaises et d'appareils de sonorisation pour les meetings, sans oublier bien sûr les imprimeurs d'affiches. Mais ces supports de communication profitent-ils à ceux qui les commandent, à savoir les candidats? Vous pouvez avoir tous les moyens qu'il faut pour une campagne, mais tant que votre communication de proximité ne réussit pas, vous n'allez pas être élu. Une communication de proximité, une communication qui valorise, n'est-ce pas, votre personnalité en tant que produit, c'est cette communication-là qui va porter plus que une communication qui se fait sur la base de moyens financiers. Selon ce spécialiste, pour ce scrutin, les candidats ne seront pas élus sur la base de leur appartenance à un parti. Pour lui, seuls les candidats sachant incarner le changement pourront sortir victorieux de ces élections du 21 avril prochain. Votez pour moi, je suis le meilleur candidat, votez ma liste, nous avons le meilleur profil. Eh bien, ces phrases ne sont pas de moi, elles ont été prononcées aujourd'hui par les candidats aux élections régionales et municipales. Rendons-nous à Makori pour l'ambiance qui a prévalu aujourd'hui. Patricia Omo. Meeting de la candidate du RDR, Mariam Fetigué Koulibaly, première femme candidate au municipal à Makori. Dans cette première semaine-là, c'est de visiter les grandes communautés. Et puis ensuite, la deuxième semaine, nous allons passer aux festivités. Mais vraiment, cette première semaine, nous sommes là pour faire du porte-en-porte, visiter les grandes communautés et recueillir leurs doléances et puis voir comment nous pouvons les traiter. Je sais qu'ici, à la CETAO, il y a d'énormes problèmes. Je les visite souvent. Et je sais qu'ici, il y a un problème de canalisation, il y a un problème d'évacuation d'eau usée. Nous allons essayer de résoudre un tant soit peu. Je leur ai dit que si on venait aux affaires, nous allons essayer de faire ce qu'on peut. Toujours dans la commune de Makori, le candidat indépendant Assemien à Montléon tient également son meeting. Selon lui, la jeunesse fait partie de ses priorités. À notre époque, Makori s'appelait Makori Poto-Poto. Nous avons sorti Makori de son Poto-Poto. Toute infrastructure, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les routes, que ce soit le lycée, que ce soit les marchés. C'est nous qui avons tout fait. Makori n'a plus évolué. C'est dommage. Alors, nous venons pour continuer l'œuvre d'Amago Victor. La population, je leur demande de savoir discerner le vrai et de l'ivraie. Makori est dans le district d'Abidjan et c'est une commune située au sud de la ville, avec environ 600 000 habitants. 7 candidats en lice pour les municipales, dont une femme. La campagne s'est poursuivie également dans les communes d'Adjamé et du Plateau, dans le district d'Abidjan. Face aux électeurs, les différents candidats ont fait des promesses. Ils ont pris l'engagement d'améliorer les conditions de vie des populations pendant leur mandat s'ils sont élus. Justine Seydike. Adjamé, commune commerçante, un commerçant à la tête d'une telle commune serait-il à même de résoudre les problèmes des populations? Le candidat indépendant Soumaoro Farikou dit avoir les armes nécessaires pour réussir. Dans notre programme, nous allons privilégier les partenariats avec les autres communes du monde entier à travers ce qu'on appelle le jumelage entre les communes du monde entier. Vous savez, à travers cela, il y a beaucoup de choses qu'on va réaliser. Et moi, je suis candidat, je suis en même temps aussi le président des commerçants de Côte d'Ivoire dans une commune de commerce. Et au niveau du commerce, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à la population, surtout aux jeunes. À quelques mètres de la commune d'Adjamé, la commune du Plateau, un candidat indépendant qui veut donner dans le social pour changer la donne. On a des immeubles, la cité est belle, mais en dessous, il y a la pauvreté. Il faut pouvoir aider toutes ces personnes-là. Et donc, toutes les femmes qui auront des projets, ces projets seront financés par la mairie. Nous allons mettre en place un budget pour les aider. Donc, en aidant les jeunes, en aidant les femmes, en aidant les seniors, nous pouvons aider donc toute notre population. Nous pensons que nous avons des solutions à leurs problèmes, des solutions à proposer. Mais c'est ensemble que nous allons donc trouver ces solutions et ces voies. Chacun y va de sa manière pour se faire entendre et remarquer, l'un dans le calme et l'autre dans une ambiance surchauffée.
Dans la commune de Yopougon, il y a 9 candidats. Et pour cette troisième journée de campagne, notre équipe de reportage a suivi le candidat du PDCI, RDA, et un candidat indépendant. Doukouré Moustapha et Yao Yao Bertin ont promis de se mettre à la disposition des populations après la victoire au soir du dimanche 21 avril. Anne, Zelika et Oura. À Yopougon, la campagne pour les municipales bat son plein sous la bannière du PDCI RDA, Doukouré Moustapha. Ce dernier a présenté son programme pour le développement de la commune lors des meetings au quartier Doukouré. Ce mandat qui arrive sera non seulement un mandat au niveau des femmes et des jeunes, mais nous voulons faire un nouveau développement pour la commune de Yopougon, reconstruire la commune, la développer. Et c'est ce développement qui va permettre à l'économie de repartir. Et si l'économie repart, les jeunes vont pouvoir trouver de l'espoir et de l'espérance par rapport à l'expérience que nous avons initiée ici au dernier mandat avec les magasins que nous avons construits pour les jeunes, la mise en place des fonds sociaux pour les femmes, la mise en place des fonds sociaux pour les jeunes aussi. Pour ces municipales à Yopougon, 8 autres candidatures entérinées par la CEI, notamment celle de Yao Yao Bertin, candidat indépendant. Le plus bel hôtel de ville de demain, il fait 8 milliards, il sera fait au Figayo. À la rue Princesse, désormais, nous aurons des bibliothèques modernes, pour l'éducation, la formation. L'enseignement sera donné à la rue Princesse. Nous sommes à près de 500 embauchés aujourd'hui à Yopougon, à la mairie de Yopougon. Employer 2000 jeunes, 3000 jeunes, ce n'est pas impossible. Nous allons faire 3000 logements sociaux. Nous allons créer des marchés modernes. On s'est rendu compte que les marchés privés créent beaucoup de problèmes. Le locataire de la municipalité de Yopougon sera connu après le 21 avril. La commune d'Abobo aura finalement 6 candidats au lieu de 7 pour les municipales. Le PDCI s'est rallié à la liste RDR conduite par Adama Tungara. Il affronte donc sur le terrain 5 candidats indépendants, dont Lassana Meïté. L'ambiance sur le terrain avec Anne Zelika Ouattara. Une liste RHDP pour les municipales dans la commune d'Abobo. La liste Vivre Ensemble sera conduite par Adama Tungara. Un premier meeting au rond-point d'Abobo pour dévoiler ses projets. Nos ambitions sont très fortes, faire d'Abobo non seulement la plus grande commune de Côte d'Ivoire, mais la plus belle et celle qui va donner envie à tous les Ivoiriens de migrer vers elle. Moins de coupures d'électricité, plus de routes, plus d'eau, plus d'écoles. Voilà, c'est ce programme-là que nous allons mettre en application. J'ai à mes côtés Mme Kanya Kamara et Mme Jeanne Peumont, et avec l'appui du PDCI, de l'UDPCI et du MFA, évidemment que je suis confiant. Face à lui, le candidat indépendant Lassana Meïté, qui ne compte pas lui laisser la tâche facile. Un meeting d'inauguration à Abobo-Colatier pour afficher ses ambitions. Voilà près d'une décennie que cette commune est restée dans une léthargie indescriptible. Et aujourd'hui, les populations ont soif de changement. La voirie est inexistante. Nous pensons donc qu'il faut que cela change. Nos femmes sont fatiguées de transporter de l'eau sur la tête. Nous avons des problèmes d'électricité. Nos quartiers ne sont pas éclairés et c'est pourquoi nous parlons de rupture et nous annonçons un changement. La population de la commune d'Abobo devra donc choisir au total entre 6 candidats, dont 5 indépendants. Direction Adzopé au PDCI et indépendants sont en compétition dans le cadre des municipales et c'est avec notre reporter Juliette Ouya. Adzopé commune, région de l'Agnébi, les candidats élaborent des stratégies pour convaincre le maximum des électeurs. Au quartier Massandji 1, séance de travail avec des jeunes pour le candidat indépendant à Monkou Akpo Antoine. Le maire doit s'attacher à mettre en œuvre tout ce qui est l'environnement social en termes d'infrastructures. Infrastructures, les routes, les caniveaux, et il faut aller chercher des ressources additionnelles hors d'ici, par les partenariats, par le truchement des jumelages auxquels nous allons nous atteler. Que ces élections se déroulent effectivement dans un climat apaisé.
Autre décor, le quartier général du candidat PDCI Monet Bocho Marcel, où l'accent est également mis sur la jeunesse. Nous pensons d'abord à notre jeunesse. C'est la relève. Nous nous sommes dit que compte tenu de la situation difficile de l'emploi, qu'il était bon, sur place, de chercher à créer, de revaloriser ce qui existe, les inviter à l'élevage, à l'agriculture, aux maraîchers. La mairie est prête à les subventionner. À l'endroit des autres candidats, leur demander de mener une campagne apaisée. Les élections, ce n'est qu'un jeu. Au total, 5 candidats, dont 3 indépendants, un RDR et un PDCI, s'affrontent à Dzopé commune. Rendons-nous maintenant à Diaké, où PDCI et RDR sont en compétition, toujours dans le cadre des municipales. Juliette Ouya. À Diaké, 2 candidats affûtent leurs âmes. Sié-Ien, le candidat du RDR, a décidé de partager son programme avec la population, programme qui s'articule autour de la reconnaissance d'une ville qu'il a vu naître. Je suis né à Diaké, j'ai grandi à Diaké. À partir de Diaké, j'ai pu émerger grâce à la bénédiction et aux prières de nos parents. Ma candidature est motivée par un devoir de reconnaissance. Avoir des projets qui améliorent le cadre de vie des gens. Diaké a un potentiel énorme. Vous avez un plan d'eau superbe. Diaké a une ville, un fort potentiel touristique. Et rassurez-vous que ces potentiels seront exploités au bénéfice des populations. Nous croyons à ce que l'Union soit le plus grand potentiel pour réussir à mettre en œuvre un programme de développement pour la commune d'Adiaké. Autre décor, même ambiance électorale, au quartier général du candidat du PDCI, le maire sortant, lui, il met l'accent sur le bien-être de la population. Il y a beaucoup de choses à faire et on a très peu de moyens pour les réaliser. Nous n'avons que 150 millions de budget pour travailler pour toutes les populations de la commune. C'est très peu. Et la population estime qu'avec ces moyens, j'ai beaucoup fait. Avec l'imagination des uns et des autres, avec le soutien des populations, on peut aller de l'avant. La communication, c'est un processus, c'est un long processus. On n'a fini jamais d'offrir le bonheur à nos populations. La campagne pour les élections couplées, municipales et régionales, bat son plein à Adiaké. Les différents candidats poursuivent leur campagne et multiplient actions de séduction et de communication. Voilà, c'était le compte-rendu de Chantal Eouma. La campagne électorale court aussi dans la région du Moronou. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de 2 candidats au régional dans la région. Awa Ndouli Théophile du RHDP et Broujean, candidat indépendant. Le point avec Alexis Ouedraogo. Dimanche, jour de marché dans la localité d'Ara. Une animation particulière, celle des campagnes électorales. Les affiches des candidatures décorent la ville. Certains candidats se réunissent à domicile avec les membres de leur bureau pour peaufiner les stratégies de campagne, à l'exemple de M. Brou, candidat indépendant. Nous estimons que nous avons suffisamment d'arguments pour convaincre nos parents pour nous choisir. Donc, je demanderai à tous mes parents de faire des efforts pour comprendre le message que je leur porte et de me voter pour être à la tête du conseil régional pour leur apporter le progrès, le bonheur et le partage. Parce que, on le dit, chacun a son métier. Le mien, c'est le développement. Le candidat du RHDP, Awa Ndouli Théophile, a sorti l'artillerie lourde. Le lancement de sa campagne se fait en présence du chef du gouvernement, Daniel Kablon-Duncan, et plusieurs visages du RDR et du PDCI RDA. Je veux rassembler, parce qu'on ne peut pas faire de développement si la région est divisée, si les cadres sont divisés. Et j'essaie d'amener tous les cadres à venir avec moi, pour qu'ensemble, on puisse s'attaquer à ce qui est essentiel dans cette région, c'est-à-dire le développement. Parce que comme j'ai eu à le dire, faisons en sorte qu'on donne de l'espoir. C'est d'ailleurs ce que le Premier ministre a dit, le mot qu'il a utilisé. Il faut que ce soit une région d'espoir, qu'on donne de l'espoir à nos populations. Les électeurs sont attendus massivement aux urnes le 21 avril prochain. Dans ce reportage qui va suivre, les ambitions de Fanny Ibrahima conduisant la liste Vivre Ensemble du RDR et celle du candidat indépendant Alou Konan de l'Union pour la Renaissance et le Développement de Bouaké. Kwadio Kwabe, RTI, Bouaké. 5 listes sont en compétition pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Bouaké. La liste Vivre Ensemble du RDR, conduite par Ibrahima Fanny. Le maire sortant souhaite la conjugaison des efforts de toutes les forces vives de Bouaké
On veut faire un marché, on veut créer un centre de machinisme pour reprofiler les villages là, mais qu'ils soient élargis à toutes les communes voisines, que l'unité revienne et que les enfants de ce pays soient les mêmes. D'être serein. Nous avons une certaine expérience, on a fait nos preuves, nous sommes à leur disposition et nous prions Dieu d'avoir seulement les moyens pour réaliser nos ambitions. Des 5 listes, Aloukon a conduit celle de l'Union pour la renaissance et le développement de Bouaké. Ce candidat indépendant ambitionne de reconstruire Bouaké dans l'intérêt de tous. Mon projet, c'est pour régler le problème de Bouaké. Les centres de santé, les écoles, les marchés et tout ça. Et pour les jeunes. Déjà, quand j'ai commencé la préparation, je commençais à voir nos frères Baoulé, femmes Goura qui fait par là pour marcher, ça a commencé à finir. Je suis là pour soigner Bouaké. J'ai les partenaires, je suis un intellectuel. Quelqu'un qui peut créer emploi, il est intellectuel. Moi, je peux créer l'emploi pour les jeunes. C'est ma ville natale. Je ne vais pas laisser pourrir. Tous les candidats ont investi le terrain pour avoir les faveurs des électeurs au soir du 21 avril 2013. D'autres comptes rendus de cette campagne demain à 20h. Pour le dernier journal, vous avez rendez-vous avec Maï et Sako. Fin de cette édition. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.